Salut, c'est le profil. Aujourd'hui, on va encore découvrir une partie fascinante du corps humain. Cette partie qui te permet d'être qui tu es, d'avoir ta personnalité, de ressentir des choses et de vivre, vibrer. Cette partie de ton corps se nomme le système nerveux. On va commencer par se rappeler, mais de quoi sommes-nous faits? Oui, bien évidemment, mes enfants, vous vous rappelez que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus évolué. On va prendre la cellule. Et oui, nous sommes faits de cellules. Nous sommes un tas de cellules absolument énormes, des centaines de milliards de cellules qui sont collées les unes sur les autres. Comme vous le savez, chaque cellule a sa fonction. Pour le système nerveux, les cellules doivent faire de la communication entre les différentes parties du cerveau ou entre le corps et le cerveau. Ces cellules-là doivent donc avoir une fonction de communication. La communication, autrefois, comment est-ce que ça se faisait? Les premières technologies de communication à longue distance efficaces, c'était le télégraphe. Le télégraphe, c'est quoi? C'est un fil. C'est la raison pour laquelle la cellule qui va nous permettre de jouir de l'univers et d'être qui nous sommes, c'est une cellule qui est allongée. Une cellule qui se nomme le neurone. Voici comment est fait un neurone. Un neurone, tout d'abord, c'est fait à partir, bien évidemment, d'une partie centrale que l'on va appeler un corps cellulaire. Ce corps cellulaire-là est là pour traiter l'information et décider si on va envoyer ou non de l'information. Au corps cellulaire sont attachés des dendrites. Les dendrites sont des systèmes de réception de l'information. Si on se trouve à l'intérieur du cerveau, ces dendrites-là vont communiquer avec d'autres cellules nerveuses, mais si on se trouve dans le système sensoriel, ces dendrites-là vont être complètement déformés de manière à pouvoir percevoir la pression, de manière à pouvoir percevoir la lumière, de manière à pouvoir percevoir les odeurs, les goûts, etc. Donc, les dendrites reçoivent l'information. Le corps cellulaire va décider s'il y a assez d'informations ou non pour envoyer quelque chose qu'on appelle l'influx nerveux. L'influx nerveux, c'est le voyage de l'information dans le corps sous forme d'un choc électrique. Ce choc électrique-là va toujours, dans un neurone, suivre le même chemin, c'est-à-dire va s'en aller du corps cellulaire vers la fin, qui se nomme la terminaison neuronale. La terminaison neuronale comporte quant à elle des synapses, et ce sont les synapses qui vont permettre de faire la communication avec les autres cellules nerveuses, bien évidemment, puisque les autres cellules nerveuses, dans la majorité des cas, ou des cellules musculaires lorsqu'on est dans le système moteur. Donc, principe de base, l'information ne peut voyager que dans une seule direction, c'est-à-dire du corps cellulaire à travers l'axone. Bien évidemment, je ne l'ai pas mentionné ici, l'axone, élément très important, qui est la partie allongée de la cellule ici. Donc, l'information va voyager le long de l'axone pour se rendre vers les synapses. Cette structure-là fait en sorte que il va toujours y avoir un dédoublement du système nerveux dans votre corps. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un système qui va permettre de recevoir les sensations et un système qui va permettre de donner des ordres aux muscles. Questionnement. Mais comment ça fonctionne? Eh bien, prenons simplement un principe où on doit réagir à un stimuli. Une balle est lancée vers moi à grande vitesse. Comment est-ce qu'on réagit à l'intérieur? Premièrement, il doit y avoir une perception de l'environnement. Cette perception-là va se faire grâce à nos sens. Dans le cas d'une balle qui s'en vient, ça va être mon sens visuel qui va voir une balle arriver et je vais devoir réagir. Donc, l'information visuelle est générée dans les dendrites de la rétine, qui est le tissu sensible à l'intérieur de mon œil qui transforme la lumière en influx nerveux. Donc, l'action de réception de la lumière va se passer au niveau du neurone. L'information va s'en aller par les axones jusque dans mon cerveau. De quelle façon est-ce que l'information va voyager jusque dans mon cerveau? Ici, je parle d'un axone. Est-ce que vous croyez qu'on a une seule cellule de réception de la lumière dans notre œil? Bien évidemment, non.
Mais si on a des millions de ces cellules-là qui ont chacun un axone, que va-t-il se passer? Eh bien, les axones vont être regroupés ensemble dans une structure que l'on va appeler un nerf. Et oui, les nerfs sont des regroupements d'axones qui permettent simplement une plus grande efficacité dans la transmission des messages. C'est quelque chose d'assez surprenant, les nerfs. Prenons l'exemple ultime. J'ai une cellule dans ma grosse orteil qui me permet de percevoir la sensation de pression. Donc, tu te cognes le gros orteil en te levant la nuit pour, bien évidemment, tu te réveilles très, très mal. Que s'est-il passé? En te cognant, la pression a déclenché un influx nerveux dans le neurone de sensation au niveau de ton pied. Cet influx nerveux-là a monté le long de ton nerf sensitif tout le long de ta jambe pour venir se brancher jusque dans la moelle épinière. Cette cellule-là qui a perçu l'information est une cellule qui, à l'œil nu, est invisible. Mais c'est une cellule qui a un axone qui est tellement allongé qu'il va parcourir le mètre et demi entre ma grosse orteil et le bas de mon dos. C'est la cellule la plus longue de mon corps, entre autres. Donc, l'information sensorielle va partir de mon orteil. L'influx nerveux va remonter jusque dans ma colonne vertébrale. Et dans ma colonne vertébrale, il va y avoir la jonction. La jonction, cette fois-ci, avec le système nerveux central. Le système nerveux central, c'est l'endroit où va être traitée l'information pour que tu puisses réagir adéquatement. Donc, le système nerveux central, c'est entre autres, bien évidemment, le cerveau. Le cerveau qui lui-même est composé de différentes parties. Si j'ouvre mon cerveau, comme ça ici. Donc, mon cerveau, je peux le séparer en deux. Il est effectivement dans la vraie vie avec une séparation dans le milieu très, très importante. Cette séparation-là fait qu'on a un cerveau gauche et un cerveau droit qui ont des fonctions légèrement différentes, chose intéressante. Le côté droit du cerveau contrôle le côté gauche de votre corps et le côté gauche de votre cerveau contrôle le côté droit. Ça s'appelle la décussation. Pourquoi est-ce qu'on a ça? On ne sait pas. Voici donc mon cerveau. Comment est-ce que c'est fait à l'intérieur? On trouve la partie qui est connue généralement de l'image qu'on a d'un cerveau, qui est cette partie-là ici. Mais attention, on voit très clairement qu'il y a une autre partie ici. Cette partie-là va se nommer le cervelet. C'est une partie qui va servir à peaufiner l'information motrice pour lui donner une plus grande précision. On peut vivre sans cervelet, mais on va avoir des problèmes moteurs à ce moment-là. Et chose très intéressante, on voit ici à l'intérieur ce que l'on appelle le tronc cérébral. C'est l'endroit le plus profond dans le cerveau humain. Cet endroit-là, et comme vous voyez, mon cerveau est doté ici d'une multitude de couleurs. Oui, mais c'est quoi toutes ces couleurs-là? Eh bien, ça représente le fait que votre cerveau fonctionne par air. Oui, oui. Votre cerveau a une série de régions, de chambres, qui vont avoir des fonctions spécifiques. Par exemple, voici à l'arrière complètement du cerveau, on voit une zone ici qui est une zone de réception de l'information visuelle. Tout ce qui entre dans votre cerveau, ce sont de petits chocs électriques. Petits chocs électriques qui, dans le cas de cette partie-là ici, ils ont été fournis par le nerf optique qui provient de l'œil. Eh bien, cette série de chocs électriques-là doivent pouvoir dire quelque chose dans notre tête. Donc, dans cette région-là, on va simplement reconstruire l'image que l'œil a fabriquée. Dans la région ici, on va donner une interprétation à cette image-là. Je vois une forme rectangulaire. Est-ce que c'est une chaise? Est-ce que c'est un véhicule? Est-ce que c'est un immeuble? Donc, on va interpréter l'information visuelle avec cette portion-là. De ce côté-ci, on trouve des choses très, très, très intéressantes. Juste ici, on trouve l'aire de Broca. L'aire de Broca, c'est une aire qui a été découverte par un médecin italien. Petite touche d'histoire. La science est quelque chose qui a avancé avec le temps, bien évidemment,
Et malheureusement, les guerres ont beaucoup fait évoluer les connaissances. Il fut un temps, dans le début des années 1800, où un empereur français avait beaucoup de succès sur le terrain militaire. Ce monsieur-là s'appelait Napoléon. Napoléon a fait des inventions, des améliorations pour l'armement, si on peut dire, en ce qui concerne l'artillerie. C'est-à-dire qu'au départ, les canons, c'était quoi? C'était une espèce de fusil géant qui tirait une boulette géante qui devait passer à travers les rangs ennemis et blesser les gens comme ça. Ce que Napoléon a fait, c'est qu'il a enlevé l'intérieur de la boulette, l'a rempli d'explosifs pour que lorsque cette boulette-là arrive dans les rangs ennemis, elle explose et envoie de la mitraille, donc un paquet d'éclats de métal dans toutes les directions. C'est la naissance de l'obus et c'est la naissance de nouvelles types de blessures. Un jour, sur un champ de bataille italien, où l'armée italienne s'était faite massacrer, suite à la bataille, peut-être 24 heures après, le champ de bataille est encore jonché de cadavres, mais il y a des soldats, quelquefois, qui parvenaient à se réveiller après avoir eu des blessures à la tête. Et, entre autres, lors d'une bataille bien spécifique, il y a des soldats italiens blessés qui se sont présentés à un médecin local, M. Broca. Et le monsieur a observé des symptômes tout à fait fascinants. Premièrement, bien évidemment, pour ne pas mourir d'un éclat au cerveau, on doit éviter les vaisseaux sanguins qui vont faire un saignement trop important et on doit éviter l'infection. Si ces deux conditions-là sont réunies, par la plus grande chance, bien évidemment, dans les années 1800, eh bien, on peut voir que selon l'endroit où les gens ont été atteints, il y avait des lésions différentes. Par exemple, un soldat qui présentait des lésions dans cette région exacte-là du cerveau se voyait incapable de formuler de la parole, incapable de comprendre ce qu'on lui dit, est capable de réagir, fait tout normalement, mais le monsieur est incapable de générer la parole, étant donné que cet endroit-là a été cartographié en premier par M. Broca. C'est devenu l'ère de Broca. Par la suite, surtout dans le cas de l'étude de l'amélioration de la vie des gens qui souffrent d'une très, très forte, la grande maladie qui se nomme l'épilepsie. Oui, l'épilepsie est une maladie qui est une forme de tempête, d'orage qui se produit à l'intérieur du cerveau où les gens vont être pris de convulsions graves. Et ces convulsions-là amènent un épuisement généralisé. Et il y a des gens qui souffrent d'épilepsie une fois de temps en temps. Il y a des gens qui souffrent d'épilepsie de manière constante, en ayant des dizaines de crises à chaque journée. Ce qui fait que ces gens-là sont dans l'impossibilité de vivre. Il y a donc eu des gens qui ont offert leur vie pour l'avancement de la science et on a, dans les années 60, cartographié le cerveau en opérant des gens de la façon suivante. On les couche, on les gèle, on gèle au niveau cutané de la peau ici. On va découper le crâne, ouvrir le crâne et les médecins arrivaient avec des électrodes et touchaient différentes parties du cerveau en étant en contact avec les patients et les patients évoquaient ce que ce toucher-là faisait dans leur cerveau. Ce qui est surprenant, c'est que le cerveau en tant que tel n'a aucune douleur. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était souffrant pour eux autres. Mais ce qui était spécial, c'est que lorsqu'on touchait, par exemple, ce pli-là du cerveau bien précis que tout le monde a, exactement là, dans cette petite ligne orange-là, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait le mouvement d'un doigt. Dans la petite ligne blanche à côté, on voyait le mouvement de la main. La petite ligne jaune à côté, le mouvement du poignet. La ligne blanche là, on voyait le mouvement du coude, et etc. Et chacune des lignes ici représente une section bien spécifique du cerveau qui va s'occuper de faire le mouvement d'un endroit bien précis. Par exemple, si on vient avec la logique des soldats, si un soldat était blessé exactement à cette partie-là du cerveau, bien, il perdait la fonction d'ouvrir ses doigts, mais pouvait utiliser sa main, son coude, ou s'il était blessé là, avait une paralysie de l'épaule en pouvant lever son coude, utiliser ses doigts, etc. Donc, ça donne toutes sortes de symptômes plus bizarres les uns que les autres. Il y a des endroits là-dedans qui permettent de reconnaître les sons. Comment est-ce qu'on différencie le chant d'un oiseau,
du bruit d'une tondeuse. C'est une aire spécifique du cerveau. Il y a des gens, généralement, aujourd'hui, ce ne sont plus les guerres qui vont faire en sorte que les gens vont avoir des atteintes au cerveau, mais ce sont des accidents vasculaires cérébraux. C'est-à-dire, c'est un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau qui va exploser et qui va faire en sorte qu'une partie du cerveau va être endommagée. Bien, tout dépendant de la partie du cerveau endommagée, il va y avoir différents symptômes. Il existe des cas médicaux où des gens sont capables de lire, sont capables de produire des messages écrits, mais sont incapables de relire les messages écrits qu'ils ont eux-mêmes produits et qui sont tout à fait acceptables. Donc, quantité phénoménale de symptômes tout à fait fascinants en lien avec les aires du cerveau. Ces aires-là, bien évidemment, on les a cartographiées à la surface du cerveau, mais il y a aussi beaucoup d'autres fonctions qui sont associées à l'intérieur du cerveau. Je vous ai parlé du cervelet, qui est une fonction de peaufinement motrice. Donc, les artistes, les gens, les athlètes vont souvent avoir des cervelets qui fonctionnent très, très bien, puisque ce sont des gens qui sont capables d'utiliser leur corps de manière extrêmement précise. Ici, cette partie-là du cerveau, c'est évolutivement le cerveau le plus ancien chez l'être humain. Bien évidemment, l'être humain a évolué à travers les millions d'années à partir de différents ancêtres. Comment? En additionnant toujours des éléments qui aujourd'hui font ce que nous sommes. Mais ces éléments-là, autant ils se sont additionnés au niveau corporel, par exemple, la perte de poils, l'apparition d'une plus grande quantité de glandes sudoripares, par exemple, l'apparition de populations à la peau blanche dans les régions nordiques. Donc, ce sont des modifications qui ont été faites au corps humain qui donnent les différents aspects, mais à l'intérieur aussi, il y a eu ces modifications-là. Le cerveau le plus ancien est le cerveau qui est relié à nos ancêtres poissons. Bien évidemment, nos ancêtres chimpanzés, nos ancêtres singes, primates, dataient de peut-être 10 millions d'années. Voici 65 millions d'années, nos ancêtres étaient une forme de souris. Eh bien, voici 400 millions d'années, nos ancêtres étaient des poissons. Et on a évolué à partir de ce qu'eux avaient. Et ils avaient un cerveau. Ici, nous, on l'appelle le tronc cérébral. Mais ce cerveau-là, qui est une espèce de cerveau de poisson, va contrôler les mêmes fonctions qu'un poisson. Un poisson, pour pouvoir vivre, doit pouvoir se nourrir. Donc, les réactions alimentaires vont se trouver là-dedans. La peur, c'est quelque chose qui va être contrôlé par le tronc cérébral. L'agression, c'est quelque chose qui est contrôlé par le tronc cérébral. Si on parle de la vie, bien évidemment, il y a le principe de la reproduction. Les poissons doivent se reproduire, donc les pulsions de reproduction, c'est quelque chose qui se trouve dans le tronc cérébral. Ce sont les fonctions plus de base, le contrôle du rythme cardiaque, le contrôle de la respiration, le contrôle de l'ouverture ou de la fermeture des vaisseaux sanguins à la grandeur du corps pour pouvoir se refroidir, pouvoir se réchauffer, etc. Donc, le tronc cérébral, ce sont des fonctions extrêmement de base. Et on peut survivre à un ACV dans les régions externes du cerveau. On peut perdre la vision, on peut perdre la parole, on peut perdre du mouvement, mais si vous perdez la fonction de contrôler votre cœur, eh bien, ce n'est pas très bon. Souvent, les ACV au niveau du tronc cérébral sont malheureusement des ACV qui vont être mortels. Et vous allez vous demander, qu'y a-t-il en bas du tronc cérébral? Eh bien, il y a ceci. La colonne vertébrale. Et oui, le cerveau, qui est situé juste ici, a un tronc cérébral qui le fait communiquer avec, juste ici, dans cette partie-là de la colonne vertébrale. Et par la suite, on voit ici la colonne vertébrale qui, bien évidemment, a été découpée en plusieurs couches. On reconnaît, ici, voici une vertèbre, on reconnaît l'épine, qui est l'espèce de petite bosse, les protubérances que l'on retrouve dans notre dos. Ça, c'est une épine osseuse sur laquelle les muscles viennent s'accrocher. Comment est-ce que c'est fait à l'intérieur d'une vertèbre? Voici comment est fait une vertèbre. Deux parties principales. Il y a une partie ici en bleu, qui n'est pas un os présentement, c'est un disque intervertébral. C'est l'endroit où les parties rondes et solides des vertèbres qui sont conçues pour pouvoir absorber le poids vont se joindre les unes aux autres. Et ces disques intervertébraux-là permettent, en étant écrasés un petit peu d'un côté ou de l'autre, d'avoir une certaine mobilité.
Mais ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les disques intervertébraux, mais c'est ça, ce que l'on voit ici. C'est un trou, en fait. Un trou qui est rempli avec un cordon nerveux géant que l'on nomme la moelle épinière. La moelle épinière est l'autoroute de l'information géante de votre corps. Donc, c'est un cordon nerveux très, très important qui passe à l'intérieur de la colonne vertébrale. Pourquoi? D'une part, pour être protégé, puisque la colonne vertébrale est osseuse. Et c'est la raison pour laquelle le nerf passe dans le milieu ici. S'il n'y avait pas de nerf, il y aurait un trou. Donc, ce trou-là, situé dans une vertèbre et ayant des vertèbres qui sont situées les unes par rapport aux autres, les unes par-dessus les autres, pardonnez-moi. Donc, une série de trous les uns par-dessus les autres vont faire à la fin un canal. Ce canal-là, que l'on appelle le canal rachidien. Le canal rachidien contient la moelle épinière, qui, elle, est l'autoroute de l'information. La moelle épinière est le site de branchement des nerfs que l'on retrouve un peu partout dans le corps. Donc, si on imagine ici, j'ai un bras complet, j'ai de l'information nerveuse qui parvient du bras, elle va venir se brancher, les nerfs du bras vont venir se brancher ici dans la moelle épinière et l'information va remonter jusqu'au cerveau pour être traitée. Une fois que l'information est traitée, on décide de poser un mouvement, on va actionner un nerf moteur à ce moment-là qui va faire descendre l'information dans la moelle épinière qui va être relayé à un nerf moteur et ce nerf moteur-là va venir donner un influx nerveux à un muscle qui, lui, va permettre d'activer un mouvement, peu importe la nature du mouvement. Lorsque il y a des accidents, les gens peuvent devenir paralysés. Comment est-ce que ça se produit? Ça se produit au niveau de la colonne vertébrale. On peut fracturer malheureusement notre colonne vertébrale. Cette fracture-là peut être bénigne, c'est-à-dire on peut simplement faire une craque dans l'os. La craque peut être très, très grosse. Ce qui est important, c'est que deux vertèbres qui sont situées une par-dessus l'autre ne glissent pas une par-dessus l'autre parce que, bien évidemment, ce glissement d'une vertèbre l'une sur l'autre va amener une rupture complète de la moelle épinière. Si on découpe ce gros cordon-là nerveux au complet, eh bien, elle ne repoussera pas, puisque les neurones ont un taux de reproduction extraordinairement lent. Peut-être la médecine pourra-t-elle améliorer ça, mais on n'en est pas encore rendu là. Lorsque l'on coupe un cordon nerveux, eh bien, on perd l'ensemble des fonctions motrices qui sont situées plus bas et bien évidemment l'ensemble des fonctions sensorielles. Les atteintes vont être déterminées par l'endroit de la fracture. Si on fracture le milieu de notre dos ici, eh bien, on va perdre la fonction de nos jambes. Si on fracture, c'est ça qui arrive quand on s'enregistre. Alors donc, une rupture dans le bas du dos, dans le milieu du dos va faire en sorte que l'on va perdre des fonctions qui sont situées en bas. Et une rupture au niveau du haut, proche des bras, comme ça ici, va engendrer une paralysie des membres supérieurs à ce moment-là. On va être tétraplégique. Et plus on remonte, plus c'est dangereux parce qu'on peut venir briser des nerfs qui contrôlent la respiration, comme l'avait fait dans le temps Christopher Reeve, l'ancien Superman. Dernier aspect qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le réflexe. C'est le principe selon lequel on peut avoir des mouvements de réaction que l'on ne contrôle pas. Le réflexe le plus connu, le plus connu, c'est celui du genou. C'est le principe selon lequel on est assis sur simplement sur la barre d'une table, d'une chaise, avec le genou pendant. On cogne légèrement juste sous la rotule et il va y avoir la jambe qui va relever. Ça, c'est un réflexe très, très connu. Vous pourrez l'expérimenter chez vous. Faites attention de ne pas vous frapper trop fort, vous pourriez vous blesser. J'ai ici fait un petit dessin avec, bien évidemment, ma capacité renommée de faire des dessins. C'est la raison pour laquelle je vous indique que là, ici, on a affaire à une personne parce que le dessin pourrait ne pas vous dire la même chose. Donc, voici une personne qui est tout simplement en position assise. Cette personne-là reçoit un coup sur ce que j'appelle le croquant du genou. Ce coup-là va engendrer une détection de la pression par un nerf sensoriel, par un neurone sensoriel,
Ce neurone sensoriel-là va relayer l'information. Toujours, on se rappelle, l'information va toujours dans une seule direction. Va relayer l'information jusqu'à la moelle épinière. Et dans la moelle épinière, l'information, bien évidemment, va aller dans une synapse qui, elle, va aller informer le cerveau. Vous allez ressentir un choc, mais vous n'aurez pas de contrôle sur votre réaction puisque ici, c'est développé dans la moelle épinière, ce qu'on appelle un arc réflexe. C'est simplement un neurone supplémentaire qui, lui, va donner l'information à un neurone qui est, lui, un neurone moteur. Et ce neurone moteur-là va immédiatement déclencher la contraction du muscle de la cuisse et faire relever la jambe. Donc, le principe du réflexe ici, c'est simplement que dans la moelle épinière, il y a un dédoublement de l'information. Elle ne s'enveloppe pas seulement dans une perception sensorielle de « j'ai eu un choc sur mon genou », mais ça va également dans un influx nerveux moteur qui, lui, va venir faire activer le muscle jusqu'ici. En espérant que vous avez eu beaucoup de plaisir, c'est un rendez-vous à la séance de questions-réponses un petit peu plus tard aujourd'hui. Au revoir.